Alors, bienvenue à tous à ce webinaire. Merci Lorraine de m'avoir précédée. Lorraine a parlé de plusieurs outils qu'on peut également appliquer dans le milieu du travail. Les réflexions qu'elle a soulevées, c'est des réflexions qu'on peut aussi avoir en milieu de travail. Dans les prochaines minutes, on va venir prendre un vocabulaire un peu plus organisationnel avec des mots peut-être davantage de bureau, mais on est vraiment dans la même lignée et ça va venir compléter ce que Lorraine a abordé précédemment. On pourrait peut-être d'abord se poser la question, quelle est la normalité en milieu de travail? Et dans les prochaines diapos, comme celle-ci, je vais vous inviter à partager avec le clavardage vos réflexions. Dans l'aspect du clavardage, vous avez une petite option partager uniquement avec les conférenciers ou partager conférenciers et participants. Donc, je vous invite à choisir l'option avec les participants parce qu'entre vous, vous pourriez vous partager vos trucs. Fait que dans un premier temps, la normalité, est-ce que c'est le statu quo de nos opérations courantes ou est-ce que c'est plus les changements, un changement? On pourrait préférer le statu quo, avoir des petites routines rassurantes, avoir notre zone de confort, mais en même temps, dans le milieu de travail, si on veut améliorer les choses ou si à l'occasion, ça peut être des changements imposés, on va avoir beaucoup de changements. Et c'est plutôt actuellement en 2020 une situation où c'est des changements au pluriel. On a parlé souvent dans la littérature en changement organisationnel de la gestion du changement. On est beaucoup plus dans la gestion des changements. On est beaucoup dans le multiple, dans le simultané. Fait qu'on pourrait se poser la question, quelle est la normalité? Qu'est-ce qu'on recherche, nous? Est-ce que c'est de maintenir le statu quo, le confort, les routines rassurantes ou le changement? Et la réponse, on va voir si vous avez le goût de partager avec nous. Il faut nécessairement trouver un équilibre. Oui, il va y avoir des changements, on en vit déjà, il va en avoir encore, mais une première chose, tenter d'avoir un équilibre. On ne peut pas être constamment en changement multiple. Peut-être les prioriser, lesquels sont les plus importants, on commence par lequel pour ensuite enchaîner avec un autre. C'est sûr qu'en milieu de travail, c'est pas toujours facile d'arriver à cet équilibre, mais on va voir de se donner des petits outils pendant qu'on tente d'atteindre cet équilibre. Donc, les changements, on pourrait se poser la question avant d'aller dans des stratégies plus d'adaptation individuelle, de mieux comprendre notre milieu de travail. Donc, les changements qu'on vit au travail, est-ce qu'ils sont tous pareils? Est-ce qu'ils ont la même complexité, les mêmes difficultés, les mêmes avantages? Donc, on pourrait se poser la question pour nous, et je vous invite à partager entre vous les participants, est-ce qu'on a des changements qui sont plus difficiles que d'autres à mener? Est-ce que pour vous, individuellement, on est plus dans un contexte où c'est les changements technologiques, par exemple, qui sont les plus difficiles à vivre? Est-ce que c'est l'arrivée de nouveaux collègues? Est-ce que c'est l'arrivée d'un concurrent, un déménagement, un nouveau patron, les révisions des processus de travail, la croissance de l'organisation? Il y a plein d'entreprises, d'organisations dans le public, dans le privé, les OSBL, qui sont en forte croissance. Ça amène des changements également. Donc, on pourrait se poser la question, quels changements sont les plus difficiles? Dans vos réponses, on parle de changements de collègues, des changements illogiques, d'être relocalisé, des coupures de postes. On a effectivement une variété de problèmes qui peuvent être engendrés par la variété des changements organisationnels. Qu'est-ce qui se distingue quand on regarde ces différents types de changements? C'est qu'il peut y avoir des changements imposés. Si on prend l'exemple des nouvelles technologies, c'est souvent la haute direction qui décide d'amener une nouvelle technologie ou l'équipe DTI et ça va être plutôt imposé. Si on est chanceux, on est informé. Si on est chanceux, on va peut-être être formé également à cette nouvelle technologie. Mais en même temps, c'est des projets avec un début, avec une fin, qui sont même assez bien accompagnés d'un plan de communication. C'est peut-être pas parfait comme plan de communication, mais il y a quand même quelque chose. C'est différent de si on a un nouveau patron, un nouveau collègue. Très souvent, nos patrons, nos gestionnaires vont même considérer qu'un nouveau patron ou un nouveau collègue, c'est pas un changement.
C'est comme, il n'y a pas de nouveaux outils de travail. On déménage pas. C'est juste une nouvelle personne assise à côté de toi. Mais on le voit dans vos réponses, un nouveau collègue, un nouveau patron, certains l'ont mentionné, ça peut être davantage un changement plus difficile qu'un changement imposé très évident comme une technologie. Donc, les changements, quand on regarde, ils ne sont pas tous pareils. Changement technologique imposé, très différent d'un nouveau patron. Mais ce qui distingue peut-être la variété et comment on vit ces changements-là, je reviendrai à nous, les individus, pour qui et selon qui c'est difficile ces changements-là. On pourrait prendre un exemple, une même équipe de travail, on a un super bon gestionnaire, il y a un employé qui voit le changement technologique d'une façon hyper positive. Il y a des commentaires de « enfin un changement ». Et dans la même équipe de travail, avec le super patron qui fait des très bonnes choses, il y a un autre employé, au contraire, il est dévasté, ça va vraiment pas bien, ce changement. Fait que oui, il y a les types de changements, mais il y a également nous, nos collègues, comment on vit ces changements-là. Et là, je vois, entre autres, dans le clavardage, qu'on parle de surcharge de travail. On pourrait avoir deux changements qui, au départ, semblent identiques, mais dans un cas, dans les opérations, dans le quotidien, il y a une surcharge qui se crée. Fait qu'on pourrait avoir des gens responsables d'un projet. Ah, c'est la même chose, c'est comme la dernière fois. Oui, mais la dernière fois, on était l'équipe complète. Là, en ce moment, il y a un congé de maternité, il y a un départ à la retraite non remplacé, il y a une surcharge qui s'ajoute. Fait que les changements, même si en apparence peuvent être pareils, que les équipes de projet peuvent les gérer d'une façon similaire, mais nous, comme individus, on peut vraiment les vivre très différemment. Fait qu'il faut être alerte à ces éléments-là. Donc, on pourrait aussi discuter dans cet état d'esprit-là des équipes de travail, de nos collègues. Très souvent, on va avoir des projets de la haute direction. On va aller de plus en plus en 2020. Il faut quand même parler beaucoup de collaboration, de participation des parties prenantes, de voir à impliquer les gens. Fait qu'on constate que quand les gens participent en amont, qui peuvent partager leur expérience, qui peuvent partager qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien en milieu de travail, on a des situations où habituellement les changements se déroulent mieux. Mais quand on regarde ces images avec la ligne hiérarchique, la petite pyramide traditionnelle, à côté le réseau, les gens qui sont interconnectés, dans un cas comme dans l'autre, et là, peut-être que certains d'entre vous, vous avez des postes de gestion d'équipe, cadre intermédiaire, gestionnaire intermédiaire, supérieur de premier niveau, coordonnateur d'équipe. Les gestionnaires intermédiaires, les supérieurs immédiats, c'est souvent les laissés pour compte. Beaucoup de projets partent de la direction, d'un conseil d'administration selon vos milieux. Et on va prendre pour acquis que les gestionnaires au milieu, ben rapidement, eux, ils vont bien expliquer à leurs employés comment ça va fonctionner. Ils vont pouvoir être rassurants auprès de leurs employés, mais on leur donne très souvent la nouvelle le vendredi et le lundi matin. Tu vas accompagner ton équipe. Fait que les gestionnaires intermédiaires, vous êtes peut-être plusieurs dans cette situation-là, supérieurs immédiats, des coordonnateurs d'équipe. C'est des gens qui très souvent manquent de soutien à l'égard de ce groupe d'employés-là. Fait que tantôt, on parlait, il peut y avoir des différences par rapport au type de changement, il peut y avoir des différences par rapport aux individus avec notre bagage. Mais il y a aussi quelle est notre position, quel est notre rôle d'agent de changement. Et il faut avoir une préoccupation particulière avec les gens du milieu ou les coordonnateurs, les ambassadeurs, car ils doivent être bien soutenus. Puis même eux peuvent vivre la résistance au changement et à juste titre, s'ils sont pas suffisamment bien accompagnés. Fait qu'on parlait, entre autres, là, je vois dans le clavardage, stress relationnel, on est pris en sandwich. Et effectivement, c'est beaucoup de situations. Et quand on intervient, il faut avoir une stratégie adaptée pour
bien comprendre les différents rôles, les différents agents de changement. On accorde très souvent trop d'importance, équipe de projet aux directions destinataires, mais entre les deux, je vais prendre l'expression là, qui est sur le clavardage, là, ceux qui sont pris en sandwich, on accorde peu d'importance, mais il faut laisser plus de place dans ce contexte. Et on pourrait parler aussi des rôles. Dans les changements, qu'est-ce qui crée beaucoup de stress, d'inconfort? Qui fait quoi? Avec ce nouveau changement, mon rôle, est-ce qu'il est le même? Il faut rassurer les employés, il faut former des employés. Il y a des ambiguïtés par rapport au travail, il faut adresser des situations. Qui a cette responsabilité-là? Donc, l'ambiguïté de rôle, quand des choses, on pourrait dire, tombent entre deux chaises, ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Fait que c'est un des éléments importants au début de projet, si on peut et si on a le luxe de le faire en début de projet, sinon en cours de projet, de clarifier les rôles. Et comme je disais tantôt, et je l'ai écrit parce que mieux vaut le dire 2 fois plutôt qu'une, avoir un soutien important auprès des gestionnaires, des professionnels responsables des équipes, des différents agents de changement. Il ne faut pas mettre les gens tous dans les mêmes rôles, dans les mêmes petites boîtes. On a une très grande diversité d'agents de changement. Les effets. Quels sont les effets pour nous? Lorraine, tantôt, parlait des effets avec les enfants. On a vu aussi dans le clavardage des mots qui reviennent à la même chose. Fait qu'on a un bon fil conducteur entre nous deux et vous au clavardage. Je vais commencer par parler de Sonia Lupien. Peut-être que plusieurs avaient lu ses livres où on l'entend régulièrement à la radio, à la télé. Une chercheure qui est très connue au niveau du stress au Québec et qu'elle parle des caractéristiques dans des situations de stress, donc le contrôle de la situation. Ou si on n'a pas de contrôle, ça va nécessairement avoir un effet sur le stress. Et tantôt sur le clavardage, on avait justement cette réponse-là, on a perdu le contrôle et ça nous met dans tous nos états. La notion aussi d'imprévisible. Quand on est dans notre statu quo et qu'on a les mêmes produits-services, que les clients viennent, peut-être en bonne quantité, on travaille fort, mais c'est toujours les mêmes produits-services, on sait un peu qu'est-ce qui va arriver dans notre journée. C'est prévisible, notre journée de travail. Par contre, avec les changements, nouveaux collègues, nouveaux patrons, nouvel outil de travail, on offre nos services à une nouvelle clientèle. Ça l'amène beaucoup d'imprévisibilité et nécessairement, ça a un effet sur le stress qu'on va vivre. Et tout simplement, la nouveauté, quand on a un nouveau système informatique, nouveaux collègues, il faut ramener certaines routines, il faut retrouver notre zone de confort. Alors, c'est aussi un élément important là, qui influence le stress. Et l'ego menacé, est-ce que ça remet en question mon travail, ma situation dans mon groupe? Est-ce que ça remet en question mon quotidien? Et on va enchaîner avec un autre auteur, un autre chercheur, mais lui qui est très connu au niveau du changement organisationnel, Pierre Collerette, et il y a une similitude entre les deux. Sonia Lupien est davantage dans la vie, on pourrait dire, de tous les jours, personnelle dans toutes les sphères, tandis que Pierre Collerette est plus ciblé au niveau du travail et parle nécessairement du stress, de l'état de confusion, du sentiment d'incompétence. Et je reviens avec l'ego menacé de la colonne de gauche. On arrive un lundi matin, nouveaux collègues, nouveau système informatique, et tout d'un coup, on dirait qu'on est incompétent. On est incapable de bien répondre aux clients. On n'est pas devenu incompétent du vendredi au lundi. On se rassure mutuellement, mais effectivement, ce sentiment d'incompétence-là. Donc, il faut se laisser du temps pour bien vivre le changement, le temps pour que les choses puissent se replacer, retrouver nos repères. Mais on a très souvent dans notre entourage des gens qui vont être confus un lundi matin. Je sais pas trop quoi faire. Là. Mes repères sont pas là. Habituellement, je suis bonne en résolution de problèmes, mais là, je trouve pas de solution à mes problèmes. Ou j'ai l'impression avant que j'étais un leader dans mon équipe, j'étais une personne référence, une personne clé avec les nouveaux outils de travail. Oups, c'est moins le cas. C'est pas moi qui est la meilleure en ce moment. Fait que l'ego, on fait le parallèle entre gauche et droite dans le diapo. Notre ego pourrait être menacé, puis c'est des éléments qui sont importants.
Fait que dans le soutien au changement, il faut penser à nous, se laisser du temps, reprendre nos repères, mais si on a un rôle d'agent de changement pour soutenir les équipes, c'est des éléments importants pour accompagner les gens à travers les changements. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va tenter de trouver quelques solutions quand même. On pourrait s'inspirer de Sonia Lupien. Il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui avaient déjà entendu parler de l'acronyme le ciné, qui était les 4 mots de tantôt. Puis les gens vont dire « Ah, je me fais du ciné dans ma tête ». Fait qu'on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui, pour moi, devient incontrôlable? Est-ce que c'est comment je vais dialoguer avec mon collègue de travail? Est-ce que c'est le fait de mon outil de travail, moi et mon clavier? Qu'est-ce qui est imprévisible? Est-ce que c'est, je reviens à l'exemple du collègue de travail, ou est-ce que c'est le client qui va venir me poser des questions et quel client va traverser la porte de l'entreprise? Qu'est-ce qui est nouveau pour moi? Qu'est-ce qui est menaçant pour moi? Lorraine en parlait tantôt à différents moments de sa présentation. En milieu de travail, on est aussi dans l'importance de l'introspection, l'importance de l'auto-évaluation. D'abord et avant tout, moi, qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui vient amener un inconfort dans le milieu de travail? Fait que c'est sûr que de répondre à ces questions-là, même des fois se poser les questions, il n'y a pas nécessairement des réponses, mais c'est déjà un très grand pas de se poser les questions et quand on trouve des réponses, de voir à trouver des petites solutions qui peuvent être peut-être des petites solutions pas à pas, mais qui peuvent faire quand même une différence assez importante. On va aussi se poser la question sur nos forces. Quelles sont mes forces? Est-ce que ces forces-là, je peux en tirer profit dans le changement que je suis en train de vivre, dans les changements que je suis en train de vivre? Quelles sont mes forces potentielles? Mes forces que je peux avoir au niveau de la semaine passée, de l'année dernière, c'est pas nécessairement les forces que je vais avoir besoin pour demain, pour l'année prochaine. Et là, je vois que vous avez compris le principe du clavardage. Les réponses arrivent. Je vous remercie beaucoup. Effectivement, je vous invite entre vous à partager vos forces. Tantôt, Lorraine disait entre les enfants, entre eux, ils vont partager leurs trucs. En milieu de travail, c'est aussi la même chose, puis les études le démontrent que c'est souvent l'entraide entre pairs, PAIRS. Nous, on va aller avec PAIRS, entre pairs. Et je vous invite justement à profiter du webinaire de ce midi pour vous aider à partager vos forces, qu'est-ce qui est important pour vous. Donc, je vois que vous parlez aussi beaucoup avec un parallèle avec Lorraine. Là, je vois que vous parlez, entre autres, là, des enfants. Fait qu'on peut avoir des éléments à partager. Fait que je vous invite à poursuivre. Quand on parle de gestion du changement avec les forces, on voit souvent 2 grandes catégories de forces qu'on peut déjà avoir ou qu'on va développer. Fait que dans un premier temps, on pourrait parler plus d'outils de travail, de méthodes de travail. Donc, si on veut amener un changement, qu'on veut tenir compte de nos collègues, qu'on veut tenir compte des destinataires au changement, il faut donc être en contact avec eux, il faut les écouter, donc être capable d'animer des réunions, puis que les réunions, ça peut paraître bête, mais c'est pas si facile que ça d'animer des réunions quand on veut donner des temps de parole, qu'on va avoir une rétroaction, aller chercher des inputs. D'une façon un peu plus technique, on peut parler, le changement, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça va changer dans le groupe de travail pour l'ensemble de l'organisation? Fait qu'on peut être amené à avoir des méthodes de travail, des outils de travail, comme analyser les impacts du changement, faire une analyse des parties prenantes. Pendant qu'on fait des changements, on pourrait vouloir embaucher un collègue supplémentaire pour avoir plus de ressources. Il faut très souvent bien argumenter, si on continue cet exemple d'avoir une ressource, un employé additionnel, être capable de bien monter nos dossiers, bien argumenter pour formuler nos demandes. Fait qu'on peut avoir un ensemble de forces à développer, à consolider pour pouvoir mener à bien nos projets. Et dans le bas de la diapo, davantage ce qu'on peut appeler là, avec l'anglais les soft skills, des habiletés d'écoute, d'ouverture d'esprit, tolérance à l'ambiguïté,
Et je vois là, dans le clavardage, entre autres, là, que vous aviez parlé aussi là, de l'écoute qu'on peut avoir, ou en milieu de travail, on parle beaucoup des habiletés politiques, de la capacité d'influencer. Et ce qui est important, c'est pas habileté politique, capacité d'influencer pour nos intérêts uniquement personnels, mais l'importance du collectif en tant que groupe, en tant qu'équipe de travail pour pouvoir améliorer nos conditions de travail, la façon que le changement est amené. Quand on parle de force, d'outils de travail, c'est important de prendre en considération les différents agents de changement. Les forces d'un gestionnaire vont peut-être être les mêmes qu'un collaborateur, un ambassadeur, un super utilisateur, vont peut-être être les mêmes que j'ai mis les conseillers, les experts. Moi, dans mon milieu, je parle beaucoup d'experts en gestion du changement, de conseillers en gestion du changement. Pour vous, ça pourrait être un changement avec un conseiller pédagogique qui vous accompagne dans les projets. Fait que les forces peuvent être variées. Il faut voir aussi à travailler en collaboration pour avoir des forces communes, avoir une synergie commune. Et continuer dans l'état d'esprit des coffres à outils. On peut, dans les changements organisationnels, avoir des coffres à outils, mais c'est important que ces coffres à outils-là soient adaptés à nous. Si on va dans une organisation où on a des experts en gestion du changement, parce que chaque année, il y a plusieurs changements, on a 2, 3 experts en communication, on pourrait avoir 5 ou 10 experts en formation et avoir des gens qui font des analyses, qui revoient les processus. Eux ont une certaine expertise, donc ils ont leur coffre à outils. Mais les gestionnaires qui sont sur le terrain avec une petite équipe, par exemple, de 10 personnes, de 4 personnes, 20 personnes, c'est pas le même coffre à outils qui est nécessaire. Et un destinataire au changement, si on est un employé, on a une nouvelle application informatique, notre coffre à outils est encore une fois très différent. Fait qu'il faut s'assurer peut-être par nous-mêmes de construire notre coffre à outils, mais aussi d'aider les gens avec qui on travaille à construire leur propre outil de travail. Je crois beaucoup au coffre à outils. Je considère que c'est une base indispensable parce qu'on peut avoir souvent des commentaires. « Ah, le dernier changement et que ça a mal été, on n'a rien su, on n'était pas au courant. » Donc, entre les lignes, on comprend qu'il a manqué de communication. Un bon plan de com, ça aurait été utile. Ou on comprend, on était laissé pour compte, qu'il a fallu se débrouiller, on n'a pas été formé, je me suis développée par moi-même des aides à la tâche. Là, on comprend entre les lignes, une formation, un accompagnement, du coaching structuré, ça aurait été aidant. Fait qu'on fait référence à un coffre à outils, à un plan de match, à quelque chose de structuré en gestion du changement. Fait que dans ce sens-là, j'y crois beaucoup. Donc, la base qui est indispensable, mais il faut savoir aller rapidement au-delà du coffre à outils. Parce que quand on veut être mieux structuré au niveau des changements organisationnels, l'erreur qu'on peut faire, c'est je fais mon analyse d'impact, je fais mon analyse des parties prenantes, je me fais un beau tableau de plan de communication, je mets en place un super programme de formation, mais d'être trop, puis là je vais prendre le visuel, d'être trop sur notre clavier, là, il faut se lever la tête un peu. Mes collègues, comment ils vivent le changement. Mon super plan de formation, finalement, il n'était pas adapté. Finalement, je dois l'ajuster, faire des petits essais-erreurs, des petites adaptations. Donc, c'est important, oui, le coffre à outils, mais rapidement, il faut savoir aller au-delà de ce coffre à outils-là parce que c'est les conversations, c'est les dialogues qui ressortent comme étant le plus important. Le coffre à outils, je vous ai amené quelques exemples. C'est un coffre à outils en changement organisationnel. Donc, quand on parle d'accompagner les gens dans leur changement, de voir le coffre à outils. Fait, je vous ai donné quelques exemples. Stratégie de gestion du changement, analyse des parties prenantes, analyse des impacts, plan d'accompagnement, de transition. On peut aussi utiliser des questionnaires pour évaluer l'engagement, les préoccupations, qualité de vie au travail. Fait que je pourrais peut-être vous inviter dans le clavardage à partager, vous, en termes de changement, de gestion du changement,
quel outil est le plus important pour vous et le plus aidant, celui que vous maîtrisez, que vous avez tendance à utiliser, que ça devient, on pourrait dire, une de vos forces. Ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas d'outil parfait. Il faut voir lequel nous convient, lequel nous aide. Et très souvent aussi une erreur, tantôt je parlais des erreurs possibles qu'on peut commettre. À l'occasion, c'est d'avoir un bon petit sac à dos rempli d'outils, un bon petit coffre à outils, mais de vouloir utiliser l'ensemble de ces outils-là et de vouloir trop en faire. Ça, c'est souvent une erreur. Il faut plutôt peut-être avoir 2, 3 outils qu'on apprécie, qu'on aime bien et qu'on va utiliser et d'en rajouter à l'occasion des additionnels. Mais dans un premier temps, pour la plupart des gens, il ne faut pas espérer vouloir utiliser la panoplie complète là, du coffre à outils. Fait qu'on voit, vous avez donné plusieurs exemples pour tantôt en lien avec les enfants, et là, des exemples au niveau du travail, là, analyse des impacts, par exemple, les préoccupations, les plans de communication. Je vous amène ici une suite logique avec les outils. On reste dans le contexte organisationnel où on veut bien accompagner les changements, où on veut développer une expertise en accompagnement au changement organisationnel. Je vous mets un exemple parmi tant d'autres d'un modèle en changement. Moi, j'aime bien les modèles pour avoir quelque chose d'assez bien structuré. Comme ce modèle-là, c'est des études empiriques sur le terrain, des gestionnaires qui ont été rencontrés, des employés qui ont été rencontrés, revue de littérature également, et de voir si je veux rien oublier là. Puis très souvent, les changements peuvent être sur plusieurs mois, plusieurs années. Il y a certains modèles comme celui-là qui peuvent nous servir un peu comme un petit checklist où à l'occasion, OK, implication des parties prenantes, le mot qui est complètement en haut de votre écran. J'ai-tu bien impliqué mes parties prenantes? Oh, c'est vrai, là, j'ai pas fait de réunion depuis un certain temps. Peut-être que ça vaudrait la peine faire une tournée de l'équipe, peut-être organiser une réunion, un petit 5 à 7 pour aller voir comment que les troupes y vont. Formation, ah c'est vrai, j'avais prévu de faire la formation, mais j'ai été débordée. J'ai laissé ça de côté, je devrais avoir un souci de formation. Donc, quand on parle de modèle en changement, ça peut être intéressant, non pas encore de suivre aveuglément le modèle, mais d'avoir une base pour dire, il n'y a rien qui va tomber entre deux chaises. C'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont tomber entre deux chaises. On n'est pas parfait, mais d'avoir un modèle pour nous aider à avoir une intervention globale pour rien oublier. Donc, encore là, vous pourriez profiter de votre webinaire de l'heure du lunch pour voir, vous, dans vos milieux de travail, quel modèle vous aide. Est-ce que vous en avez un que vous affectionnez, puis qu'une fois de temps en temps, vous ressortez, vous refaites une lecture, ou que vous pouvez conseiller à un de vos collègues de dire, moi, ça m'aide, je t'encourage à partager, toi à l'utiliser et à partager un certain outil. Fait que vous pouvez entre vous. Et là, on voit, par exemple, le modèle IOS, le modèle de Céline Bareil. Pour le modèle de Céline Bareil, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le modèle des phases de préoccupation qui peuvent être utilisées. Dans le modèle, vous avez peut-être vu au centre qu'on parlait de principes opératoires. Donc, les activités avec l'idée des principes opératoires, c'est qu'il faut avoir une certaine connaissance pour, exemple, plan de communication. Il y a quelqu'un qui l'a écrit tantôt dans le clavardage, le plan de com. Fait que oui, il faut être capable de le faire. Donc, il y a des principes opératoires qui peuvent nous guider, nous assurer de bien faire les choses, que ça soit bien contextualisé. Mais en même temps, comme on disait tantôt, il faut aller au-delà des outils. Fait que le modèle que je vous ai présenté, on parle de principes éthiques pour le savoir-être et le savoir-devenir.
Tantôt, Lorraine était axée sur les enfants, puis dans le milieu scolaire, petite enfance, on voit beaucoup le développement, qu'est-ce qui s'en vient. En milieu de travail, on a peut-être un peu des fois tendance à oublier ce volet-là, de développer notre savoir devenir. Nous aussi, comme adultes, on doit voir à ces éléments-là. Et à ce moment-là, c'est peut-être davantage des principes, ce que moi j'appelle les principes éthiques, du respect de l'autre, la dignité de l'autre, l'ouverture vers l'autre, l'authenticité, la transparence dans nos échanges, qui va être très aidant, accompagné, bien entendu, d'outils un peu plus techniques. Donc, en conclusion, on pourrait voir l'importance soit de reconnaître les types de changements ou intervenir sur les types de changements. Est-ce qu'on peut avoir une priorisation? Est-ce qu'on peut avoir une influence sur les types de changements dans les façons qu'on va aborder les changements? Reconnaître nos parties prenantes. Il faut avoir une vision assez large des gens. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, si on peut prendre cette expression-là assez commune. Il faut voir à bien s'adapter à tout le monde et intervenir aussi d'une façon différente. La formation des gestionnaires est sûrement pas la même que la formation des commis, sûrement pas les mêmes que la formation à un coordonnateur, par exemple. Donc, l'idée d'avoir une analyse des parties prenantes, de les impliquer, mais aussi d'intervenir d'une façon contextualisée, adaptée à chacun. On a parlé, autant Lorraine que moi, des effets de ces changements-là sur nous. Fait que de reconnaître les changements. Tantôt, on disait chez les enfants, ils doivent apprendre à reconnaître les émotions. La nouvelle campagne, les nouveaux programmes de Isaline allaient aussi dans cette direction-là. L'importance de reconnaître les effets du changement. Et on n'a pas nécessairement toujours le contrôle d'intervenir, mais quand on peut intervenir, soit pour nous, pour nos collègues, d'intervenir sur ces effets-là pour que ça soit moins néfaste pour nous. Une analyse de nos forces actuelles, de nos forces à développer. Ça peut être des outils de travail, d'aller chercher du soutien, du coaching, développer des habiletés politiques, etc. Et le coffre à outils, c'est la suite logique avec laquelle on a terminé la présentation. Donc, voilà pour le petit moment de parler de changement organisationnel. Et je ne peux pas m'empêcher de terminer ça en disant l'important, c'est vraiment les gens, les conversations. Et en milieu de travail, on parle beaucoup de communication, mais très souvent, on fait plus de l'information que de la communication. Et là, c'est peut-être important d'aller même au-delà de la communication, aller dans la conversation et aller dans le dialogue. Alors, petit mot de la fin pour les changements organisationnels.